Bonsoir. C'est un assaut digne des attaques des milices armées, entraînées, agissant pour un objectif bien défini. Le drame de Melilla, survenu il y a quelques jours aux portes bien protégées par une clôture métallique de la ville occupée, peut être présenté de la sorte. Des centaines de migrants subsahariens ont donc essayé d'entrer à Melilla, usant d'une force sans précédent et causant la mort de 23 candidats à l'immigration illégale et blessant des dizaines des forces de l'ordre marocaines qui ont essayé de repousser les assaillants. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Comment démêler cette affaire qui semble avoir pris naissance ailleurs, aux frontières algéro-marocaines? Comment expliquer la présence notoire de migrants soudanais parmi les assaillants? Quel rôle de l'Espagne et de l'Union européenne pour une bonne gestion des flux migratoires? C'est notre débat ce soir dans Question d'actu avec l'analyste politique et économique Driss Aissaoui et le directeur et cofondateur de l'hebdomadaire Maroc Diplomatique. Bienvenue parmi nous. Alors, comme je disais dans l'introduction, le drame de Melilla, il y a quelques jours, est un assaut exécuté par des migrants subsahariens. Qu'en pensez-vous, Hassan Alaoui? Alors, je rebondis sur une phrase que vous avez dite tout à l'heure, tout de suite, là, dans votre exposé. C'est que dans quelles conditions cette affaire a-t-elle pris naissance? Je dirais, et spontanément, je dirais que, évidemment, ce qui caractérise un petit peu la nouveauté dans cet assaut, parce que le Maroc, vous savez que depuis des années est confronté à l'immigration, ce n'est pas la première fois. Le Maroc, c'est un pays, bien sûr, d'accueil, de transition. C'est un pays aussi, j'allais dire, qui exprime une certaine finitude du continent africain vers l'Europe. Et donc, sa position, bien sûr, elle a toujours exposé depuis des décennies à cette immigration. Que les événements de Melilla surviennent aujourd'hui et naturellement surprennent l'opinion publique internationale, les États, les gouvernements, les sociétés civiles et les peuples, nous dit, bien entendu, un petit peu, si vous voulez, la force de ce drame qui, je le répète, pour le Maroc, existe depuis des dizaines d'années. Maintenant, la spécificité, c'est la présence, comme vous disiez, nombreuse des Soudanais. Pourquoi aujourd'hui ce sont des Soudanais et pas seulement, si vous voulez, des Africains de ce qu'on appelle les Africains de l'Ouest? Eh bien, tout simplement parce que l'axe, si vous voulez, de l'immigration s'est déplacé ces dernières années, en particulier depuis une dizaine d'années, et pour cause, la guerre en Syrie, la guerre au Moyen-Orient, la guerre au Liban, partout, enfin le drame palestinien et tout ça, ça fait qu'elle s'est déplacée, cette immigration, vers l'Ouest, parce qu'aujourd'hui, l'Ouest, c'est-à-dire en l'occurrence la frontière longitudinale, si vous voulez, en hauteur, qui traverse l'Afrique, qui vient de l'Afrique et de l'Ouest à travers l'océan Atlantique et vient jusqu'au Maroc, jusqu'à Tanger et la région du Nord. Tout simplement parce que cette immigration, elle vient du Soudan, parce que pour ce qui est de l'Afrique centrale, je veux dire du milieu, cet axe du centre de l'Afrique est, comment dirais-je, ne fait plus, si vous voulez, ne donne plus la possibilité aux immigrés, aux émigrants de la traverser. Donc ils choisissent le côté marocain. Et aujourd'hui, non seulement ils choisissent le côté marocain, mais ils bénéficient des complicités, si vous voulez, aux frontières du Maroc avec l'Algérie. Et je m'explique pour qu'on puisse absolument apporter la clarté nécessaire à ce débat. Comme vous le savez, tout le monde, n'est-ce pas, depuis vendredi dernier, pointe le doigt sur l'Algérie, sur la frontière algéro-marocaine, en l'occurrence. Et pourquoi? Parce que nous avons vu, je veux dire, depuis il y a quelques années, les autorités algériennes, les autorités militaires qui ont déplacé de force des immigrés syriens qui viennent donc, je dis donc de l'Est, des pays de l'Est, qui fuyaient le conflit syrien. Ils les ont déplacés, ils les ont placés à la frontière marocaine en les poussant, n'est-ce pas, en les poussant pour rentrer au Maroc. Et nous avons donc pris acte de cette politique qui est aujourd'hui, qui devient, comme l'a illustré
si vous voulez, la tragédie vendredi dernier de Ceuta et de Melilla, de Nador et de tout. L'histoire est que les autorités algériennes sont en train de pêcher contre le Maroc en recourant à des mafias qui font le trafic humain, pour commencer, le trafic des armes, le trafic de drogue et tout ça, tutti quanti. Et la preuve aujourd'hui, elle a été telle de ce double jeu de l'Algérie envers le Maroc, que même le président du Conseil espagnol, je veux dire du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, et son ministre des Affaires étrangères s'en sont, si vous voulez, convaincus au point qu'ils ont déclaré maintenant pointer la responsabilité de l'Algérie. Donc, la responsabilité de l'Algérie est avérée. Hassan Alaoui, on va revenir en fait à ce point et on va essayer un petit peu de le décortiquer tout à l'heure en fait lors de ce débat. Driss Issaoui, 23 morts parmi les assaillants et des dizaines de blessés parmi les forces de l'ordre marocaines. Qu'est-ce qui s'est passé au juste en fait pour qu'il y ait autant de morts? Écoutez, pour qu'il y ait autant de morts, il ne faut pas... La question est pour Driss Issaoui. Je disais que c'était un mouvement de foule. Et dans un mouvement de foule comme celui-là, où apparemment il n'y a pas de coordination directe et une coordination préalable qui a été faite, c'est tout à fait normal que des gens veuillent véritablement réaliser leur rêve, celui de passer sur le territoire européen, quoique Ceuta et Melilla sont des présides occupés et que le Maroc a déjà trouvé un cadre d'analyse et un cadre de traitement de cette question avec le voisin espagnol. Mais de toutes les manières, quand les gens viennent comme ça, ils sont à 1000 ou 2000 personnes en même temps, ils essaient de passer par un portique qui est très serré. Comment voulez-vous que les gens ne soient pas touchés? Comment voulez-vous que les gens ne soient pas bastonnés d'une manière ou d'une autre? Parce que nous avons mis à la frontière avec l'Espagne, nous avons mis au niveau de ces présides des gens qui sont entraînés à arrêter tout mouvement de population. Donc il était normal que des gens puissent être blessés, qu'ils puissent être gravement blessés comme ça a été le cas. Et il y a eu des gens qui ont reçu des coups mortels et ils sont restés justement au niveau du sol. Donc on ne pouvait pas distinguer dans ce mouvement de foule de qui voulait faire quoi, de qui a justement une attitude négative, une attitude belliqueuse de celui qui est juste venu pour aller réaliser son rêve. On n'est pas dans cette logique-là. On est dans une logique où il fallait absolument défendre la frontière marocaine, défendre les intérêts du Maroc, et les soldats et les hommes de sécurité marocains ont fait leur travail. Ils ont juste fait ce qu'il fallait comme travail pour éviter que ces gens, parce que c'est des gens qui arrivent à escalader des murs de 3 mètres ou plus. C'est des gens qui escaladent donc des murs qui sont faits de tôle et de fer. Comment voulez-vous parler et parlementer avec des gens qui sont comme ça? C'est des gens qui sont décidés à passer outre mesure de ces mesures de sécurité. Et je pense que ce qui est arrivé devait l'être. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. En plus, ce que nous avons, et vous l'avez dit, M. Hassan Alaoui aussi l'a souligné, ce sont des choses qui sont coordonnées de très longue date par la police militaire algérienne. Il faut le dire. Les Algériens... Hassan Alaoui, je vous redirige aussi, je reviendrai vers vous, Driss Issaoui. Hassan Alaoui, je vous redirige la même question. En fait, qu'est-ce qui s'est passé au juste en fait vendredi dernier? Je vais juste, si vous permettez, apporter une petite nuance quand même. Il y a eu des affrontements et des affrontements dignes de guérilla, puisque j'allais dire, ceux qui ont lancé l'assaut, n'est-ce pas, portaient des armes crocheteuses. On l'a vu, il y a des images qui sont choquantes, des barres de fer. Ils étaient vraiment venus avec l'idée de faire un petit peu la guerre aux forces de l'ordre. Mieux que ça. Il y a eu des morts, bien entendu. Comment?
Mais ce n'est pas la police marocaine qui a tiré ou qui a tué ces jeunes. C'est tout simplement parce qu'il y a eu des bousculades, des violences telles que quand tout le monde a voulu escalader, bien sûr, les barrières ou les rideaux, comme on dit, de barbelés. Mais quand il y a eu la bousculade, il y a eu des bagarres entre eux, parce que tout un chacun voulait escalader le premier et sauter de l'autre côté. Et ça repoussait, et ça poussait, et ça bousculait. Bien entendu, quand on monte 3 mètres ou 4 mètres, et quand on tombe ensuite sous le coup de la violence j'allais dire, le coéquipier, entre guillemets, qui était à côté de vous, qui voulait passer avant vous, naturellement, conséquemment, il y a des blessés, voire des morts. Et c'est ce qui s'est passé. Donc le fait, si vous voulez, de ces morts, comme vous soulignez, ce n'est pas du tout le fait des autorités ou de la police marocaine, qui n'avait pas, je veux dire, obligation, qui n'avait pas ordre de tirer quoi que ce soit. On le voit, les forces de l'ordre marocaines sont des forces bien éduquées, bien élevées, pardonnez-moi de le dire, bien entraînées pour justement éviter le pire. Et tout ça, toutes ces morts qui ont eu lieu, en fait, ce sont les effets de la violente, la terrible et l'impardonnable bousculade qui évidemment, un assaut d'une telle force aussi gigantesque que cela, ça ne peut pas produire, si vous voulez, des scènes pacifiques ou des scènes de sérénité. Ça ne peut déboucher que sur, naturellement, la violence et sur l'esprit de l'égoïsme gagnant les uns et les autres. Ça aboutit évidemment à la tragédie. Et c'est ça un petit peu le fait qui explique. Et de toute façon, l'enquête qui est lancée, menée par la police marocaine et par les autorités marocaines et même par, je veux dire, des associations de la société civile, comme celle des droits de l'homme et tout ça, aboutit automatiquement, comme aussi celle qui est menée du côté espagnol, aboutit automatiquement au même résultat, c'est-à-dire ce sont les bousculades, c'est un assaut auquel on n'en a jamais assisté. Et c'est la première fois, bien entendu, cela explique la présence des Soudanais et des Tchadiens qui ont à cœur de vouloir absolument, parce qu'ils étaient instruits de l'extérieur, ils étaient, je veux dire, formés à l'exercice de violence par, évidemment, les commanditaires qui ne sont autres que les Algériens, et on peut l'analyser tout de suite parce que ce qui arrive, les Algériens n'arrêtent pas l'immigration du côté de la frontière marocaine. D'accord ? Encore une fois, ces immigrés, je veux dire entre parenthèses, entre guillemets, pardonnez-moi, qui voulaient franchir la ligne de démarcation et pas la frontière, parce qu'il n'y a pas de frontière entre Ceuta et le Maroc, n'est-ce pas ? C'est une ligne de démarcation. Du fait que c'est une ville occupée, on ne peut pas parler de frontière aujourd'hui. D'accord ? Et donc, il était facile d'imaginer que l'assaut allait déboucher sur une tragédie. C'est ce qui est arrivé. Voilà, c'est un assaut, comme vous dites, Hassan Alaoui. Driss Issaoui, plus de 2000 migrants subsahariens attaquent la ville occupée de Melilla et choisissent d'y entrer en investissant des canaux entre Nador et Melilla. Quelle lecture faire en fait de ce choix d'entrée, sachant que d'habitude, les migrants essaient de forcer le passage en escaladant la clôture métallique ? Nous l'avons dit depuis tout à l'heure, c'est un travail qui est bien préparé par des stratèges qui connaissent très bien le terrain, qui connaissent très bien ce qui se passe entre Ceuta, Melilla, Nador et toute la région. Ils savent exactement combien de personnes vont pouvoir passer, d'autant plus que eux, ils ont des armées de réserve de ces Marocains, disons de ces Africains, qui peuvent et qui veulent aller de l'autre côté. Et il y a certains qui sont préparés, en fait ça c'est des gens qui vont faire ce travail ourdi d'attaque et de déstabilisation, et il y a ceux qui le font par amour pour vouloir justement aller du côté européen, pour aller vers la liberté, pour aller vers la réalisation du rêve que tout Africain a, c'est-à-dire être dans un pays démocratique, un pays ouvert, etc. Nous, on ne peut pas discuter cela, c'est-à-dire que ce n'est pas discutable. Et de toutes les manières, la question migratoire n'est pas une question qui est nouvelle. La question migratoire a toujours été porteuse de drames, de difficultés. Parce qu'en fait, quelqu'un qui quitte son pays, c'est quelqu'un qui est prêt à tout. Et ces Africains sont véritablement prêts à tout. Pour eux, les Marocains les empêchent de réaliser leurs rêves et ils font le nécessaire pour y aller. Maintenant, quand il y a une volonté autre, celle de jouer
sur le moral de ces gens. Celle de dire, ah, attention, ces gens vous empêchent de réaliser votre rêve, il faut y aller. Alors, ben, on n'a pas, moi je n'ai pas de preuves directes de ce qui a été fait, parce que certainement, c'est des gens, et on connaît les méthodes de la police algérienne, la police militaire, qui déploie un argent à ne pas compter dans ce genre d'opération. Ils sont là, ils donnent de l'argent, ils donnent des moyens et ils donnent toutes les incentives nécessaires pour que ces gens puissent sortir de leur humanisme. Et en fait, ce mouvement, enfin, regardez un peu les opérations d'attaque des frontières de Ceuta et Melilla depuis un moment. Les Africains sont là, ils sont installés dans des douars, dans des petits villages pour se préparer à aller de l'avant, à aller sauter de l'autre côté de la barrière. Comment voulez-vous, disons, lutter contre ces gens? Comment voulez-vous les arrêter? Ce n'est pas possible. C'est des gens qui n'ont aucun moyen, ils n'ont aucun moyen de les arrêter, rien. Alors, c'est pour cela que l'attaque est toujours difficile, elle est toujours grave, et on ne pouvait qu'assister qu'à ce genre de drame. Le drame, c'est celui de la mort des personnes qui ont été mortes par la bousculade, par la bastonnade de ceux qui voulaient les empêcher de faire leur forfait, et on ne peut qu'arriver qu'à ce genre de résultat. Driss Issaoui, toujours une question pour vous avant de passer à Hassan Alaoui. Une autre donne qui est aussi importante à mes yeux pour démêler le vrai du faux, s'agissant en fait de ce qui s'est passé à Melilla il y a quelques jours, il y a aussi la nationalité d'une bonne partie des assaillants, des Soudanais. Qu'en pensez-vous? Driss Issaoui, la question est pour vous. Oui. Ah, pardon. Je parle en fait, je posais une question. Je posais une question en pointant en fait le doigt sur la nationalité des assaillants. En fait, je parle d'une partie de ces assaillants. Je parle des Soudanais. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, écoutez, ce sont des gens qui ont été amenés là-bas. Parce que les Soudanais n'ont aucune raison, alors là, aucune raison de venir faire leur immigration en Espagne de manière directe. Ça, on le sait. Ceux qui connaissent l'immigration, la nationalité des immigrants au niveau de l'Espagne le savent très bien. Les Soudanais voudraient aller en Angleterre, voudraient aller à un pays anglophone beaucoup plus qu'autre chose, ou aller dans l'Ouest européen. Mais venir au Maroc, vous savez, ça fait une trotte pour venir ici. Ça veut dire que c'est une preuve que les Algériens sont allés faire ce travail pour rabattre ces gens vers la frontière entre le Maroc et l'Espagne. En fait, c'est la ligne de démarcation, comme l'a appelé Hassan Alaoui, une ligne de démarcation entre les Espagnols et le Maroc pour leur dire attendez, nous allons vous donner la possibilité de pouvoir aller en Europe. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ils savent que tout immigrant, même s'il est clandestin, quand il est attrapé sur le tas, il est transposé et il y a une responsabilité humanitaire et humaniste qui se déclenche et ces gens sont amenés là où ils le souhaitent. Alors maintenant, ce travail, je pense que il n'y a plus de possibilité de l'utiliser parce que ces gens ont essayé. Et d'ailleurs, vous montrez des images très graves. C'est un flot humain à 2000 personnes qui chargent sur un point donné. Ça devient, c'est exorbitant, c'est extraordinaire. On n'arrive pas à comprendre comment une force, comment un pays peut-il résister à ce genre d'assaut ou dans un espace où il y a des habitations, dans un espace où les gens sont présents. Comment voulez-vous dire aux gens, attention, vous ne pouvez pas sauter du mur, vous ne pouvez pas escalader une muraille de sécurité, et ils le font malgré tout, même s'ils se blessent, même s'ils sont dans un espace de danger, ils ne sont même pas en train de réfléchir. Donc finalement, ces gens qui viennent du Soudan, c'est tout à fait normal, parce qu'on les a cherchés, parce qu'on les a encadrés, et ils ont fait le travail pour lequel ils ont été, à mon sens, honorablement rétribués, ou bien eux-mêmes directement, ou bien leur famille, parce que la police algérienne est une police
qui prend en compte ce genre de travail. Ils ont fait des massacres au sein de la population algérienne pendant plus de 10 ans. Comment voulez-vous qu'ils ne le fassent pas avec des gens qui ont la peau noire, c'est des Africains qui ne sont pas de ce territoire, et ils les utilisent comme étant une arme humaine contre le Maroc, qui résiste encore et qui résiste de manière très forte aux assauts des forces algériennes. Donc, le Maroc est là. Je pense qu'il est déterminé à rester vigilant, et quelles que soient les enquêtes, ils ne peuvent pas aboutir à la conclusion que c'est le Maroc qui a commencé. C'est impossible. Le Maroc, il est là. Sa frontière est ici. L'Espagne est là. Melilla est là. Donc, comment voulez-vous qu'on puisse, dire que c'est le Maroc qui est coupable? La culpabilité, elle est à ceux qui se préparent à déstabiliser cette situation et faire en sorte que rien ne va plus après cela. C'est ce qu'ils ont. Alors le coupable, vous dites, le coupable est à chercher ailleurs. Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol, a parlé d'un drame qui a pris naissance à des milliers de kilomètres de Nador et de Melilla, ce qui corrobore quelque part les propos que vous êtes en train de tenir. En fait, Hassan Alaoui, quelle responsabilité de l'Algérie? Hassan Alaoui? La responsabilité est grande, je viens de vous le dire tout à l'heure. Nous avons assisté il y a à peu près 4 ou 5 ans à cette histoire incroyable de déportés syriens qui avaient été emmenés de Syrie parce qu'ils voulaient fuir la guerre vers l'Algérie en avion. Et figurez-vous que les services algériens les ont pris en charge jusqu'à la frontière marocaine et ils les ont déposés, familles, enfants, population, j'allais dire, innocente et tout, à la frontière marocaine, et ils leur ont dit tout simplement, allez, traversez, allez-y au Maroc. Et évidemment, le cas s'est posé, que faut-il faire? Donc, nous, le Maroc, et je voudrais arriver à ce point très important qu'il faut souligner, le Maroc, il a une politique d'accueil, notamment de réfugiés, de populations subsahariennes qui ne datent pas d'aujourd'hui. C'est une volonté royale d'accueillir les Africains, de leur donner des cartes de séjour. Jusqu'à présent, on en compte à peu près plus de 50 000, si vous voulez le savoir, donc qui bénéficient d'une carte de séjour, de conditions de séjour, de travail, de la protection sociale, comme tous les Marocains. N'est-ce pas? Ils sont là et personne ne leur dit quoi que ce soit. Donc il a fallu prendre en charge ces Syriens aussi, de les intégrer. Ils sont maintenant, il y a certains qui ont ouvert des restaurants, d'autres des salons de coiffure, d'autres qui travaillent dans le privé et qui évoluent dans une politique d'intégration réussie, n'est-ce pas? Et ce n'est pas par hasard que l'Union africaine a confié à Sa Majesté le roi Mohamed VI, si vous voulez, la gestion, du grand observatoire africain de l'immigration. Et c'est une image qui ne changera pas, parce que le Maroc développe une politique d'accueil. Et ce n'est pas nous. Donc ces immigrés qui sont venus là pour s'attaquer à Melilla, à Nador et bien sûr aux provinces, aux présides, ce sont des gens qui ont été formés. La preuve en est qu'ils avaient des armes. Ceux qui ont été arrêtés, la police est en train de mener encore des enquêtes, avaient des armes. Je peux dire qu'il y avait des armes de guérilla, c'est-à-dire de crocheteuses, de barres de fer, de pierres fabriquées pour les jeter et tout ça. Et donc, c'est ça, le drame, il est là, tout simplement parce que les mafias, aujourd'hui, sont de mèche avec le pouvoir algérien. D'un côté, il y a la dimension politique que vous connaissez, parce que ces événements surviennent, figurez-vous, à peine 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois après la normalisation entre le Maroc et l'Espagne. Ce que l'Algérie, jusqu'à nouvel ordre, n'a pas digéré. Et donc il fallait absolument organiser une riposte tragique, qui est celle justement de jeter dans la gueule du lot
ces immigrés. Et quel immigré? Des gens qui ne parlent même pas français ni la langue du pays. Ce sont des gens qui viennent du Soudan et du Tchad. Ce sont parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'axe, si vous voulez, l'axe central de l'immigration a été, le conflit de la Libye aidant, a été annihilé, pour l'instant contrôlé, et le déplacement vers l'Algérie et vers la frontière, vers l'ouest et au Maroc, c'était trop facile pour l'organiser naturellement, et qui constitue naturellement une réponse à la politique de rapprochement entre le Maroc et l'Espagne, et il n'y a pas autre chose que ça. D'ailleurs, les enquêtes espagnoles sont en train de conclure à, si vous voulez, à cette implication grave et tragique du gouvernement algérien dans le drame des immigrés. Voilà. Driss El-Saoui, l'Algérie semble faire de l'immigration une arme pour semer la zizanie entre le Maroc et l'Espagne. En tout cas, c'est une analyse en fait qui revient dans la bouche de plusieurs experts. Que veut l'Algérie, selon vous? L'Algérie veut déstabiliser la situation. L'Algérie, il n'est pas dans son intérêt que le Maroc reste calme, reste stable, reste zen. D'autant plus qu'aujourd'hui, le Maroc a signé un partenariat avec, d'abord avec l'Espagne et à travers l'Espagne avec l'Europe. C'est de dire, nous sommes des pays dans l'immédiat voisinage de l'Espagne. Nous, on est là pour préparer toutes les conditions pour que l'on fasse ensemble cette transition pour le 21e siècle. Et je pense que ce travail, il a été fait. Et le fait que les Espagnols disent nous comprenons, nous acceptons, nous validons l'approche marocaine pour, disons, l'indépendance, non pas l'indépendance, mais la solution proposée par le Maroc pour l'affaire du Sahara, cela a rendu les Algériens complètement dingues. On ne peut pas accepter que les Espagnols, qui étaient l'ancien colonisateur, puissent changer d'attitude. Parce qu'en fait, ce qui les a arrangés, c'est quand les Espagnols n'avaient pas de position claire comme elle l'a aujourd'hui. Il y a par ailleurs le fait que les Américains sont venus dire « nous reconnaissons que le Maroc a une autorité sur les provinces sahariennes. Nous reconnaissons, plus que ça, nous ouvrons un grand consulat au niveau de la ville de Laayoune et de Dakhla. Il y a plus de 25 pays africains qui ont ouvert leur consulat. Comment voulez-vous que l'Algérie, qui reste là, empêterait dans ces problèmes de tous les jours, de rationnement, comment voulez-vous que ce pays reste calme au moment où son ennemi juré, qui s'appelle le Maroc, est un pays qui est en train de vivre normalement, de se préparer à aller de l'avant, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Nous sommes un pays qui a réussi sur beaucoup de domaines. La mise à niveau urbaine qui a fait de nos villes véritablement des bijoux qui sont aujourd'hui, regardez ce qui s'est fait à Rabat, dans les villes du Nord, dans les petites villes, dans les petites bourgades. Nous sommes dans un pays qui est en train d'évoluer. Nous sommes dans un pays qui a développé une stratégie que les Algériens ne pourront jamais faire. Pourquoi ? Parce que nous avons des gens quand même qui réfléchissent au bien-être de la population, au bien public, et de toutes les manières, c'est comme ça que les choses se sont déroulées et ils vont se dérouler ainsi. Il n'y a aucun moyen de le changer. Et les Espagnols le savent très bien, les Algériens aussi. Malheureusement, on aurait aimé que les Algériens puissent comprendre cette situation et dire « Ah, nous sommes prêts à travailler avec vous, nous sommes prêts à collaborer, à travailler ensemble et à faire des choses pour l'avenir de nos populations. » Malheureusement, c'est un discours qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne peuvent pas prononcer, qu'ils ne peuvent pas dire. Et c'est pour cela que les choses sont devenues tellement, ingérables, que maintenant l'Algérie est véritablement dans une situation de grande difficulté par rapport à leur population, par rapport à l'opinion publique internationale, et leur responsabilité, elle est entière. On ne peut pas les disculper de leur responsabilité
dans l'embrigadement de ces milliers d'Africains sur la frontière marocaine. Pedro Sanchez, je reprends des déclarations de Pedro Sanchez qui plaide en faveur du Maroc et disant que ce dernier souffre des conséquences de l'immigration illégale. Quelle lecture faire peut-être de cette déclaration, Hassan Alaoui? Écoutez, elle s'inscrit dans l'ordre des choses, tout simplement. Pedro Sanchez, c'est un homme réaliste. Il est pragmatique. Il voit les intérêts de son pays, bien sûr, mais aussi il voit également comment le processus, si vous voulez, de l'immigration illégale peut conduire à une crise en Espagne même, proprement dite. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de contrôle, s'il n'y a pas d'arrêt, quand il le faut, du flux migratoire comme ça sauvage, c'en est parti, pour l'Espagne et pour l'existence même, si vous voulez, de l'économie espagnole, n'est-ce pas? Ce flux incroyable depuis des années, c'est quand même le Maroc qui a contribué, parfois même qui l'a arrêté, ce flux sauvage. Et aujourd'hui, Pedro Sanchez ne fait que rendre justice au Maroc parce qu'il a vu de ses propres yeux, il a vu lui-même un petit peu les conséquences de cette politique néfaste, dangereuse, cynique du gouvernement algérien, qui fait que le gouvernement algérien est prêt à tout pour naturellement détruire cette relation difficile déjà qui est en train de se réparer, de se réinstaurer entre le Maroc et l'Algérie, entre le Maroc et l'Espagne. Et évidemment, il parle du soutien nécessaire au Maroc parce que l'avant-dernier ou le premier poste de l'immigration sauvage, c'est quand même le Maroc qui subit les effets néfastes et dangereux. C'est le Maroc qui paye le prix. Et je vais vous donner un petit chiffre. Quand en 2015, il y a eu, après la guerre de Syrie, ces déplacements massifs de populations d'immigrés qui partaient du Moyen-Orient, et qui traversaient l'autre côté de l'autre frontière, je disais tout à l'heure, l'autre axe oriental de l'immigration, qui a été arrêté brutalement, bien sûr, et nettement, l'Europe donnait à la Turquie pas moins de 1 milliard d'euros, n'est-ce pas, pour l'aider à soutenir cet afflux dangereux et grave. Et qu'est-ce qu'elle donnait, qu'est-ce qu'elle offrait au Maroc, l'Union européenne? Même pas 350 millions d'euros. Il y a quand même une inégalité dans le traitement, si vous voulez. Alors qu'aujourd'hui, nous assistons au déplacement de l'axe d'immigration, n'est-ce pas? Le Maroc devrait bénéficier de plus que ces 350 ou 450, voire même 500 millions d'euros. Plus que ça. Parce qu'il est en train de gérer, si vous voulez, comme dirait quelqu'un, les frontières méridionales de l'Europe. Le Maroc est en train de devenir, pardonnez-moi l'expression, à son corps défendant, le gendarme, si vous voulez, d'une dérive humaine qui est en train de se produire parce que en amont, il y a ce qu'on appelle la tragédie africaine qui consiste justement en une série de coups d'État, n'est-ce pas, dangereux, qui font fuir les populations à des crises de famine, de pandémie et de tout et de tout. Et c'est le Maroc qui est le miroir, si vous voulez, de cette tragédie. C'est le Maroc qui l'assume courageusement, avec ce que je disais, avec les peu de moyens qu'il a, et que l'Europe doit bien sûr prendre en compte nécessairement dans un avenir proche, immédiat. Parce que c'est cela, Pedro Sanchez donc a saisi l'enjeu, si vous voulez, de cette problématique importante et dangereuse par rapport. C'est une dérive par rapport à la fois à l'Europe et bien entendu au continent africain. Et Sanchez, courageusement, relève le gant pour dire, écoutez, il faut arrêter, il faut maintenant soutenir le Maroc dans ses efforts parce que c'est le Maroc qui a maintenant, quitte à en payer le prix, n'est-ce pas, par une condamnation aveugle et injustifiée des associations des droits de l'homme, entre guillemets, des journaux d'Europe qui sont absolument unilatéraux, qui ne comprennent rien à rien, qui sont en train de jouer le droit de l'homisme gratuitement, alors que chez eux, il se passe des drames. À la banlieue, à Paris, ce sont des immigrés qui souffrent de racisme, d'ostracisme, de violence. Tous les pays d'Europe qui sont en train, se réjouissent qu'il y ait quand même une politique d'arrêt
pratiquée, mise en œuvre par le Maroc d'arrêt de l'immigration sauvage. Il devrait quand même un jour se réveiller et rendre justice à ce pays qui est le Maroc, comme le fait Pedro Sanchez. Je souligne que Pedro Sanchez, c'est un chef de gouvernement d'un parti socialiste, n'est-ce pas? Et tout à son honneur, évidemment, il est plus humain que toute autre formation politique, et surtout les formations politiques de l'extrême droite qui sévissent en Espagne, qui nourrissent une haine incroyable à l'égard du Maroc, la main dans la main, figurez-vous, avec une Algérie qui se prétend socialiste. Et vous voyez, comme au temps de Franco, comme au temps de la Marche verte, nous assistons, si vous voulez, à une espèce de coalition faustienne, c'est-à-dire diabolique, entre le pouvoir algérien qui se prétend socialiste et les extrêmes droites espagnoles. C'est comme au temps du Sahara, c'était ça. Et voilà. Il faut soutenir le Maroc. Hassan Alaoui, l'Espagne et l'UE sont appelés à augmenter l'aide au développement des pays d'origine de transit qui souffrent de ce phénomène. C'est une déclaration du Premier ministre espagnol. Quelle responsabilité de l'Union européenne quant à cette problématique épineuse de l'immigration illégale, Driss Aissaoui? La question est pour Driss Aissaoui. Monsieur, non, je réponds à ce point. Oui, mais je réponds à ce point et j'arrête. Allez-y, Hassan Alaoui. Que les pays européens aillent cette histoire que les pays européens aillent jusqu'en Afrique pour soutenir des politiques de développement, de croissance, d'enracinement économique et tout ça pour, j'allais dire, arrêter le flux de l'immigration sauvage vers l'Europe. Moi, je n'y crois pas. Parce que ça fait des années qu'on en parle. C'est une histoire, je veux dire, abracadabrante, qui n'existe pas, qui n'existera jamais. Parce que, vous voyez, Macky Sall, quand il y a eu l'histoire de la guerre d'Ukraine et la pandémie, je veux dire, qu'il a suivi, et surtout la crise alimentaire, il est allé à Moscou et tout, et il n'est pas allé en Europe, parce qu'il sait qu'en Europe, il n'obtiendra rien. C'est tout simplement une casuistique qui est en train de casser le rapport entre l'Afrique, si ce n'est déjà fait, et l'Europe. Excusez-moi. Driss Aissaoui, on fait la même question. Quelle responsabilité de l'Union européenne, de l'Espagne, pour pouvoir en fait trouver une solution en fait à cette épineuse problématique de l'immigration? D'abord, il ne faut pas oublier que le Maroc est lié avec l'Union européenne par un statut avancé de partenariat entre l'Union européenne et les pays tiers. Ce statut donne au Maroc beaucoup d'avantages dans le traitement de toutes les questions, qu'elles soient migratoires ou autres. Alors maintenant, pour cette question migratoire, l'Union européenne le sait et le Maroc a toujours demandé à ce que l'on puisse installer un observatoire maghrébin de la question migratoire. Et les Marocains sont de grands spécialistes de cette question. Ils ont développé beaucoup d'analyses, beaucoup d'études par les géographes, par les grands spécialistes de la question. Ils les ont menés sur comment, justement, la problématique migratoire déforme les frontières, déforme toutes les stratégies développées par les pays. Alors aujourd'hui, la question migratoire va rester posée et les solutions ont été nombreuses. Alors, il y a ceux qui vous parlent du co-développement, il y a ceux qui vous disent, attention, c'est le résultat de la pauvreté, du dénuement des citoyens africains, et il faut aller chez eux pour investir, disons, des choses au niveau du monde rural africain. Ça n'en finit pas. Et de toutes les manières, moi, je voudrais juste rappeler un fait important. C'est que dans la question migratoire, ce n'est pas l'Afrique qui est responsable. L'Afrique est responsable de moins de 5% dans le flux mondial de la migration. Il faut le savoir. Les Africains bougent effectivement, mais ils bougent à l'intérieur du territoire africain. Et c'est ce qui se fait. Et les Marocains, on en a parlé plusieurs fois, le Maroc a développé une politique de terre d'asile, disons, d'accueil des citoyens africains. Aujourd'hui, on a plus de 50 000 qui ont été régularisés. Ils ont leurs papiers. Ils sont devenus des acteurs réels du développement socio-économique du Maroc. Alors, il n'y a rien qui les empêche de venir s'installer dans ce pays et de devenir véritablement des acteurs du développement. Alors,
Au lieu de trouver des Africains qui vendent leurs biens chez eux et essayer d'immigrer de manière clandestine en Europe, c'est quelque chose qui n'est pas du tout acceptable. Et personne ne peut l'accepter. Et ça, vous trouvez des voix assez fortes en Afrique, mais surtout en Europe, en France et dans d'autres pays, qui vous disent attention, il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut plus traiter la question migratoire comme vous le faites aujourd'hui. L'Afrique, ce sont des pays, ce sont des gens, c'est des citoyens qui ont un besoin, qui ont, si vous voulez, des biens, et il faut les préserver en tant que tels. Et il faut leur trouver le moyen d'être fiers d'appartenir à ce continent qui est là, véritablement le continent de la richesse de demain. Si on veut parler de demain pour l'Afrique, c'est véritablement le continent qui donnera les possibilités de développement et d'ouverture de toutes les économies, qu'elles soient européennes ou autres, et les Africains sont là pour le faire. Alors, si on traite les Africains comme ils le font aujourd'hui, je pense que personne ne gagnera. C'est ni l'Algérie, personne ne gagnera dans cette affaire. Je pense que les Algériens doivent se rendre compte qu'il est temps d'arrêter ce massacre. Il est temps d'arrêter cette situation et passer à autre chose. Passer à autre chose, c'est-à-dire construire un avenir intelligent pour les enfants africains, pour tout le monde, et faire en sorte que ces Africains puissent être accueillis comme il se doit. Et quand tout à l'heure on parlait des gens qui viennent de contrées lointaines, du Soudan, du Tchad, etc., c'est normal, c'est des gens qui cherchent par tous les moyens comment faire. Alors, quand il y a une manipulation derrière, ça devient plus grave. Quand il y a des gens qui cherchent justement ces personnes, parce que ne l'oublions pas, les Algériens travaillent dans les petites coulisses, travaillent avec ceux qui gèrent ces réseaux. Et le Premier ministre, disons le chef du gouvernement espagnol l'a dit, il y a aujourd'hui des mafias très fortes qui gèrent ces mouvements de population, qui gèrent ces gens-là et qui sont responsables de ce mouvement de population que la ville de Melilla a connu et que les Marocains, finalement, ils ne sont pas responsables. La dernière fois, toutes les fois où le Maroc a levé la main sur le contrôle des populations, on a eu des drames. Donc, et la solution passe par le développement, c'est quasiment la palissade. Des projets comme le gazoduc Nigeria-Maroc, qui normalement devrait passer par plus de 10 pays africains, est-ce que c'est une solution? C'est ce genre de solution qu'il faut apporter en fait à cette épineuse problématique en fait de l'immigration. Hassan Alaoui. Oui, bien sûr, ça pourrait être une des solutions, entre autres, hein. Mais encore faut-il, qu'elle puisse être instaurée et qu'elle puisse être institutionnalisée, bien entendu, acceptée et tout. Elle est déjà combattue par un pays, toujours le même, qui s'appelle l'Algérie. Elle est déjà battue en brèche. Le concept et la philosophie et la finalité sont là pour être justement témoigné qu'il y a encore du chemin à faire. Mais le Maroc, évidemment, Sa Majesté Mohamed VI, n'est-ce pas, avait instauré le principe et signé même les actes, si vous voulez, fondateurs avec le président nigérian. Les choses se passent dans la discrétion, bien entendu, et aussi dans un esprit constructif et coopératif. Nous n'en espérons pas plus ni moins, mais là encore, faudrait-il que le projet soit, si vous voulez, finalisé avec évidemment qui constituera le premier exemple direct d'une coopération sud-sud, n'est-ce pas, et qui donnera évidemment du travail, bien sûr, de l'ambition, des perspectives d'avenir à long terme, etc., etc. Tout ce que nous souhaitons, c'est qu'évidemment le projet puisse aller de l'avant, hein, et que cette question du gaz soit plus ou moins réglée, parce que l'Afrique
on vient de le découvrir en Mauritanie et au Sénégal, regorge de gaz aussi. Et donc, la mise en exploitation de ces gisements gigantesques et manifestes pourront évidemment apporter à l'Afrique une solution idoine à ces problèmes d'approvisionnement. Et évidemment, personnellement, je le souhaite, mais je pose cette condition, à condition toujours que le gouvernement algérien se résolve à être ce qu'il est, c'est-à-dire pas plus qu'un pays parmi les autres pays d'Afrique, un pays qui a ses ambitions, un pays qui a aussi sa politique, mais qu'il arrête évidemment d'entraver la marche unitaire des pays africains qui souhaitent évidemment travailler la main dans un esprit coopératif et collaborationniste. Voilà. Et cela peut-être impose plus de travail. Driss Issaoui, le Maroc est un des rares pays qui a commencé à appliquer une politique d'intégration des immigrés subsahariens. Faut-il encore faire plus au profit des citoyens des pays africains? Le Maroc a-t-il les moyens de le faire et comment doit-il, par exemple, marketer sa vision pour que d'autres pays s'en inspirent? Ça peut être une solution? Le Maroc a déjà une stratégie marocaine qui a pris du temps pour être élaborée, avec la participation du gouvernement marocain, de la société civile marocaine, et elle est là. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'actes et d'actions qui sont très intéressantes pour la migration, et le Maroc il est déjà un pays d'accueil, ce n'est plus un pays de transit, et on demande aux Africains de venir ici, de travailler et de s'impliquer davantage dans la construction commune de projets importants, que ce soit sur le plan économique, sur le plan technique, technologique, il n'y a aucun problème. Au contraire, quand on a un minimum d'intelligence, on regarde les bureaux d'études au Maroc. Où on trouve beaucoup d'Africains qui sont à la tête de ces bureaux d'études. Quand on regarde, par exemple, les sociétés de services au niveau du royaume, elles sont aussi détenues par des Africains et ça ne pose aucun problème. Le Maroc est un pays où il y a la multi-ethnicité et le fait d'être noir, d'être blond, n'a jamais posé de problème. Ce n'est pas un critère de sélection, au contraire, que les Marocains et les Marocaines puissent aller travailler la main dans la main avec tous ces Africains pour construire l'avenir commun qui est le nôtre, l'avenir de l'Afrique. Et quand on regarde ce que le roi Mohamed VI fait au niveau de la coopération avec les pays d'Afrique, qu'est-ce qu'il dit? Il leur dit, c'est à vous de prendre l'initiative. C'est vous qui êtes les responsables, pas les autres. Vous n'êtes plus dans une situation de dépendance. Vous devez prendre les initiatives. Vous devez être à l'avant de tout ce qui se fait au niveau de votre continent, ce qui est extraordinaire. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus traiter les pays africains comme on l'a toujours fait. Je pense que l'avenir nous le dira, mais ces problèmes de mobilisation d'Africains immigrants clandestins ne sera qu'une petite touche. C'est un petit point dans l'histoire riche que le Maroc est en train de reconstruire avec l'Europe. Et avec l'Europe, nous avons des liens historiques extraordinaires, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Mais les Africains, et d'ailleurs vous le montrez au niveau des images, cette réunion avec les consuls et avec les ambassadeurs des pays concernés, elle est très intéressante parce qu'elle a permis aux Marocains d'expliquer dans le détail les choses réelles qui se sont passées et les ambitions que le Maroc porte pour ces pays-là. Et je pense que ces ambassadeurs, ces diplomates feront le travail qu'il faut pour convaincre, s'il le faut, de la nécessité d'aller de l'avant, de la nécessité de prendre des initiatives courageuses de construction d'un avenir meilleur pour les Un avenir meilleur, Driss Issaoui. Hassan Alaoui, pour conclure, en fait, quelle leçon tirer en fait de ce drame de Melilla, selon vous? De ce drame de Melilla. Écoutez, à mon avis, il y a l'urgence et le moyen et long terme.
pour y réfléchir évidemment sur cette problématique qui vient secouer un petit peu les consciences, mais surtout qui vient nous donner une leçon terrible, c'est que notre voisinage de l'Est, évidemment, vient de révéler encore un échec supplémentaire, c'est le cas de le dire. L'échec supplémentaire, c'est qu'après toutes les tentatives pour saboter la relation historique et privilégiée entre l'Espagne, le Royaume d'Espagne et le Royaume du Maroc, eh bien, cette volonté de saboter, si vous voulez, cette relation n'a pas fonctionné. Elle a été, je veux dire, tout de suite révélée, découverte, dénoncée. Et donc, nous allons vers l'obligation de constituer une réflexion commune avec nos amis espagnols et au-delà avec les pays européens qui le souhaitent. Et de toute manière, l'intérêt du Maroc et d'Espagne, c'est naturellement d'empêcher que toute entrave soit faite, si vous voulez, à leur rapprochement, au projet qui existe désormais de plus en plus entre l'Espagne et le Maroc et qui sont, bien évidemment, ils se traduisent par le fait que c'est l'Espagne aujourd'hui le premier partenaire économique et financier du Maroc, et aussi parce que, tout simplement, cette volonté aussi de coopérative de l'Espagne, la preuve c'est que aujourd'hui, l'Espagne livre le gaz liquéfié au Maroc, lequel gaz liquéfié se transforme en gaz tout court et sert un petit peu, si vous voulez, les industriels et les foyers marocains. Et c'est un exemple, si vous voulez, d'aller au-delà des obstacles, au-delà, et c'est la leçon plus importante, c'est que rien... Aller au-delà des obstacles, Hassan Alaoui, malheureusement le temps nous est compté, malheureusement. Hassan Alaoui, directeur et cofondateur de l'hebdomadaire Maroc Diplomatique, merci pour votre participation enrichissante. Driss Issaoui, analyste politique et économique, merci pour votre participation également enrichissante. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Au revoir.